Oui, alors on va commencer cette soirée. Alors, comme d'habitude, on a une artiste, c'est un psychanalyste. C'est Nicole Miara, dont vous voyez les œuvres ici. Alors, je voulais vous dire que Nicole va faire ses portes ouvertes le week-end du 16 et 17 mars ici. Elle aura d'ailleurs d'autres œuvres exposées aussi. Voilà, je voulais vous annoncer aussi, avant de passer au livre de Claude Raban, vous dire que nous allons recevoir donc le deuxième mardi de mars, qui doit être le 12 mars, si je ne me trompe pas, Paul-Laurent Assoun pour l'énigme conjugale. On va, quand j'ai proposé à Claude Raban de venir nous voir au salon, il, il m'a fait une remarque en me disant mais c'est un livre très difficile. Effectivement, je lui ai dit que c'était un livre très difficile, mais voilà, on est téméraire, on a eu très envie quand même de s'y coller un peu, et on va dire très modestement, Claude, tu, tu nous accepteras, je suis sûre, comme ça, depuis le temps qu'on se connaît. C'est sûr que Claude a eu le prix Oedipe en 1991. C'était 91, j'ai retrouvé l'affiche, pour inventer le réel. Et c'est vrai qu'il a ouvert une voie qu'il suit lui depuis avec plusieurs de ses livres. On l'avait reçu aussi pour Métamorphose de la mélancolie, pour lequel tu as eu un prix. Et ensuite, Frénésie des pères aussi. Hein. Et ce soir, donc, pour un livre encore très fort, Néant et création. Et on s'y est mis très modestement à trois. On va te dire quelques mots et te passer très vite la parole. Et la première qui va intervenir, c'est donc Monique Poncet. Voilà. Alors moi, je suis très très bref. Je vais être très bref. On va être toute brève. Toute très bref. Alors, je vais vous dire. Votre livre est inclassable, déroutant, insaisissable. En cela, il nous conduit au plus vif de la cure analytique, que vous dites ainsi, le vrai est posé sur de l'inconnu. Malgré ses nombreuses références philosophiques, ses citations de Freud et de Lacan, de poètes, il est signé d'une marque propre où votre subjectivité est engagée de façon discrète, mais essentielle, voire existentielle. Par une écriture poétique, faite de fulgurance et d'éclat, et dévoiler un sens impossible à déchiffrer, qui aussitôt se dérobe, relançant notre désir de lecture et de relecture au pluriel. Parce qu'il nous a fallu beaucoup de lecture. Beaucoup. Et c'est pas fini. Sont visitées des zones d'avant la représentation, des zones inconnues, non reconnues, qui sont celles du refoulement originaire, de l'ombilique du rêve, et vous ne reculez pas devant le néant de la chose que nous sommes. C'est un livre qui, par son écriture, sa construction en fragments, fait la part belle au réel. J'aimerais que vous nous parliez de ce que vous avancez à propos du refoulement. Vous appuyez... Non. Oui. J'aimerais que vous parliez de ce que ça produit. Vous appuyant sur Freud, vous écrivez que le refoulement ne s'origine pas dans la différence sexuelle, mais porte sur le désaveu de la féminité chez l'homme et chez la femme, car le féminin, c'est le non-être qui prend sa source à notre étayage à la mère, dans son ventre, et le corps à corps avec elle, avec ses signifiants particuliers et son désir particulier. Pour vous, ce refoulement serait la forclusion d'un trauma originaire d'humiliation.
J'ai compris humiliation au sens de la butée sur le roc originel, fait biologique, proche de l'impossible à reconnaître, déjouant tout recours à l'autre, à des signifiants, au désir, comme vous dites, mais je ne suis pas sûre de ce que j'avance concernant l'humiliation. J'ai vraiment une question. Cette humiliation, je ne sais pas où la... Voilà. Je m'arrête là pour laisser la place au plaisir de vous entendre et à d'autres questions qui vont venir de la salle. Oui, j'espère bien. Voilà. Vous êtes trois, vous m'avez dit. Delia, vous Et Françoise. Je ne suis pas sûre parce que comme on a travaillé ensemble, on verra ce qui reste, s'il me reste des questions. S'il n'y en a pas, il n'y a aucun problème. On balaye le livre. Voilà. Oui, j'ai perdu mon papier, ben, c'est pas grave. D'ailleurs, je ne sais pas écrire, moi. Non, mais c'est vrai. Non, c'est pas une blague. Non, Claude, j'avais envie de rappeler quelques-uns des repères constants que tu travailles et que tu creuses tout au long de tes livres. Alors, bien sûr, l'Erweiterung avec Claude, on a envie de se remettre à l'allemand, parce qu'il a une façon effectivement de noter le mot quand il s'agit de certains mots typiquement allemands de Freud, de les écrire en allemand, mais il nous rend la tâche facile puisqu'il y a toujours une possibilité à la fin du livre de retrouver le mot allemand et sa traduction. Alors, il y a quelques repères comme ça que je voudrais rappeler et qui pour moi me paraissent importants et pour nous tous sans doute, et pour toi principalement, notamment cette réflexion de Freud qui nous a laissé en 1938, Psyché est étendue, n'en sait rien. C'est quelque chose qu'on retrouve constamment dans ton livre, et je me disais qu'au fond, si Freud a dit ça, c'est sans doute pas par hasard, c'était une façon pour lui de nous dire allez-y dans l'étendue, dans l'espace encore de pensée possible au-delà de moi. D'ailleurs, dans Analyse avec fin et sans fin, il met beaucoup de réserves en disant bien qu'il en est là, et que voilà, il ne peut pas en dire plus. Enfin, c'est vraiment une ouverture, je trouve, dans ce texte aux autres, à ceux qui vont le suivre. Alors, c'est sûr que toi, tu t'es depuis toujours attelé à essayer d'arracher des morceaux de savoir à ce n'en sait rien, quoi. Et dans ce livre, alors, bien sûr, tu vas loin, puisque tu vas là, du côté du néant. Ce néant dont moi, je n'oserais pas dire grand-chose, sinon que j'ai compris quand même que ce n'était ni la mort, ni le rien, et non plus le non-être, si j'ai bien compris, mais là, je vais être très prudente parce qu'effectivement, la lecture de ton livre demande vraiment d'approfondir beaucoup de choses. Là, il y a ça, il y a aussi, toujours chez toi qu'on retrouve et que tu travailles différemment dans chacun de tes livres, la question de la pulsion de mort, que tu mets vraiment à la source. Donc tu dis quand même que c'est cette pulsion qui enveloppe tout le reste, toutes les autres pulsions, et tu en parlais comme dans ce mouvement hyperbolique. Il me semble que c'est dans Frénésie des pères ou la mélancolie que tu reprends aussi la pulsion de mort. Il y a un autre point qui m'a spécialement retenu indirectement, tu ne le dis pas directement, mais c'est quand même la question aussi que tu pousses encore plus loin de l'athéisme dans ce livre, me semble-t-il. D'ailleurs, à la fin de ton livre, il y a le néant ou Dieu. Enfin, il y a quelque chose du côté de cet athéisme de l'inconscient dont on a essayé de parler, que toi tu prolonges, et là, il me semble que tu fais encore une avancée de ce côté-là. Il y a aussi ce qu'on retrouve dans Quoi tu es, c'est la question de l'écriture, bien sûr, et que tu rapproches constamment parce que ton espace de travail, me semble-t-il, c'est quand même l'espace du rêve.
la spatialité du psychisme et l'espace du rêve, et l'écriture. Et j'ai même lu, me semble-t-il, quelque part dans le livre, devenir écriture. C'est assez troublant. C'est Kafka. C'est Kafka qui le dit. Devenir écriture. Peut-être que d'autres peuvent le dire aussi. Bien sûr, bien sûr. Oui, il y a aussi peut-être un cinquième point qu'on retrouve toujours dans tes livres et que là tu pousses encore plus loin aussi. C'est encore un propos bien sûr de Freud, ce désir indestructible sur lequel il termine dans La Traumdeutung. Et ça aussi, dans ce livre, tu l'articules encore autrement et de façon très soutenue, je dirais. Voilà, je voulais juste rappeler ces quelques points. Je passe la parole. En fait, vous l'avez un peu pris par la fin, ce qui ne m'étonne pas. Sur la question de la... simplement, je dois vous dire que justement, la fin, elle n'est pas finie. C'est pas fini. Et que je suis même plutôt en train de la réviser un peu sur la question d'Appelez-nous. Appelez-nous. C'est un concept que Freud glisse à la fin de ce dernier texte, là, et en particulier l'analyse finie, infinie. En fait, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que je me suis rendu compte mieux que dans ce livre que, en fait, ce que Freud pose, je pense, c'est la question d'infini. C'est la question d'infini qui est restée un peu, enfin, qui traîne évidemment depuis un certain temps dans l'histoire de la philosophie et de la science, hein, mais et donc qui était déjà passé par la pulsion de mort. Mais donc au point que actuellement j'en suis venu à me dire que au fond il y aurait chez Freud trois grands concepts qui ont scandé, alors avec le dernier qui est un peu le nez coupé parce que à cause de son existence et de sa mort, mais à savoir le refoulement, évidemment, qui prend toute l'histoire de la psychanalyse par le travers. Ensuite, il y a le déni, c'est-à-dire tout ce qui s'organise autour du fétichisme. Et puis, il y aurait l'appelez-nous, c'est-à-dire la récusation, ce qu'il faut traduire, difficile à traduire, sur la question de la récusation. Et donc, vous savez ce que ça veut dire, une récusation, c'est là aussi un terme juridique, c'est-à-dire je ne reconnais pas la validité d'un juge ou d'un témoin, etc. Donc, je nie, je refuse d'être jugé par ce juge-là, et ainsi de suite. Donc, il y a une récusation, alors, disons, facialement et globalement, il y aurait une récusation de la féminité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, pour l'instant, j'en suis un peu à l'idée que, au fond, il faut prendre ces trois concepts dans l'ascension, et en particulier ce que Délias rappelait, à savoir l'insistance que met Freud pour dire que depuis toujours, et de ses discussions en particulier avec Fliess, il n'a jamais considéré ni accepté de dire que s'il y avait du refoulement, c'était par suite de la différence des sexes. Donc il faut distinguer deux choses complètement disjointes à ce moment-là entre la différence des sexes qui dit Freud, c'est la grande énigme, c'est la chose pour laquelle on ne peut rien dire d'une certaine manière. Et puis il y a le refoulement qui organise les affects et ainsi de suite. Et puis entre les deux, il y a disons tout ce qui s'organise autour du déni ou de la perversion, etc., voire de la paranoïa, avec la Verleugnung. Donc,
au point que Lacan, à propos de la fin de l'analyse finie infinie, au point que j'ai entendu récemment que Lacan avait évoqué le terme de forclusion, ce qui ne serait pas inadéquat, mais en y repensant il y a ces derniers jours, je me suis dit que appelez-nous, ça pourrait aussi évoquer un peu Aufhebung. Il y a quelque chose d'une Aufhebung qui serait, alors ça je le dis sur toute réserve parce que je ne l'ai pas encore démontré vraiment, mais qu'au fond, ce que Freud esquisse là, à la dernière limite, on pourrait dire, c'est un au-delà du phallus. C'est un au-delà du phallus, c'est-à-dire une façon de commencer à penser le sexe. Alors après tout, toute l'histoire qui a suivi le confirme en fait. Hein. C'était comme s'il y avait une espèce d'anticipation chez lui. Où la question, ce n'est plus la question en effet du genre, disons, masculin-féminin, puisque au fond tout ce que Freud dit là-dedans, c'est que, bon, masculin et féminin, chacun s'envoie ça à la gueule. Je veux pas être fille, je veux pas être garçon, ou je suis pas garçon, je suis malade, etc. Donc on se balance du symptôme et de la rancune, etc. Bon, ça relève en effet, ça relève du refoulement. Je te le refous à travers la gueule. Bon, mais ça n'aboutit à rien. Et ça ne lève en rien non plus la question alors de la différence des sexes, qui, elle, est absolument irréfragable, infrangible, parce qu'elle est au-delà de toutes les manifestations sexuées ou sexuelles. Donc ça, bon, je le dis comme ça parce que pour l'instant je ne peux pas trop en dire plus, à savoir que quand même, si on relie les choses d'un autre point de vue qui serait, qu'on s'autoriserait à dire beaucoup plus sociologique, à savoir les références que Freud avait fait un peu plus tôt sur le Dark Continent, c'est-à-dire le cœur des ténèbres. Le cœur des ténèbres, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'il y a une sorte d'inversion, d'inversion de l'infini, si vous, j'ai relu rapidement la nouvelle de Conrad, c'est-à-dire c'est ce que j'avais noté sur le sujet, c'est le sujet en proie à l'obscur, hein. C'est le sujet en proie à l'horreur. C'est comme ça que ça se termine, hein. Si vous vous souvenez, la nouvelle de Conrad, c'est le course qui meurt, et le narrateur capte presque par hasard le mot ultime de course en train de mourir, qui est l'horreur. Donc, c'est ça, d'une certaine manière. Alors, quand Freud dit que la femme, la féminité, relève du noir, hein, est-ce qu'on ne peut pas aussi bien le prendre au sens historique et sociologique? C'est-à-dire, la féminité, historiquement, elle est liée à ça. Elle est liée au noir. Elle est liée à ce qui a été infligé aux femmes. Donc quand on dit, si on dit la récusation, c'est aussi bien une façon de désigner l'histoire du féminin, l'objet d'une longue, profonde et noire récusation. Est-ce qu'on peut lever ça? Est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y aurait
Et vous, est-ce qu'il y aurait une sorte de récusation de la récusation? Bon. Alors, je ne vais pas aller plus loin parce qu'il faut quand même que je n'avance pas trop sur la suite, sur le prochain livre. Mais ça correspond aussi à quelque chose que Badiou appelle le retrait ou l'indiscernable. Il y a quelque chose dans la différence des sexes qui relève ou qui relèverait de ça, ou de l'insondable. Alors, si on revient en arrière, pour moi, comment je travaille, c'est très simple d'une certaine manière. Premièrement parce que depuis un certain temps, je considère que pour comprendre un peu les choses, il faut remonter à Spinoza, et en particulier au face-à-face qu'il peut y avoir entre Pascal et Spinoza, à la fois sur la question de l'espace, sur la question, oui, du temps, etc. Et donc sur la question de Dieu. Bon. Après, mon sentiment, ou la manière dont je travaille, finalement, ça tient à ce qu'on est dans une espèce de forêt de résonance. C'est-à-dire que comment Freud a travaillé, comme tout le monde d'une certaine manière, il a travaillé avec les résonances au minimum de Spinoza, etc. Et quand à la fin, il dit le psyché est étendu, il a un commentaire ironique en disant ça répond à Kant. Avec ça, je suis victorieux de Kant. J'ai enfin surmonté Kant. Et si vous faites attention, vous voyez que Kant est une espèce d'adversaire de bout en bout. Parce que Kant, c'est une forme de la... Kant, c'est, disons, le danger, oui, Kant, c'est le risque de la régression à l'infini. Ça ne donne pas de chercher un commencement et de ne jamais le trouver. Donc cette question-là, elle a été déjà réglée d'une certaine manière par le face-à-face Spinoza-Pascal. Pourquoi Pascal? Parce que Pascal, c'est celui qui... C'est l'inventeur du néant, en fait. Pascal, c'est l'inventeur du néant, au sens moderne du terme. Hein, parce que grâce à cette fonction du néant, il a créé une partie des mathématiques. Enfin, il a contribué à l'invention de certaines dimensions des mathématiques et de la mécanique. Mais c'est au prix, c'était au prix de condamner de condamner l'être humain au pari, c'est-à-dire au clivage. C'est-à-dire une certaine fonction de la mort. Si vous comparez les positions de Spinoza sur la mort, sur le fait que le sage n'a pas du tout à s'occuper de la mort, puisqu'il suffit qu'il s'occupe de la vie. Et si vous mettez en regard la lettre de Pascal à sa sœur sur la mort de son père, hein,
tout à fait intéressant, parce que c'est exactement de ça dont il s'agit de sortir jusqu'à Nietzsche. C'est-à-dire que quand Nietzsche dit Dieu est mort, d'une certaine manière, c'est encore la réponse à Pascal. C'est-à-dire que on est sur la terre pour se racheter, et c'est seulement quand on meurt qu'on réussit à retrouver la position juste. Donc il faut attendre. Il faut attendre. Et, mais c'est au prix de cette espèce de... Je pense que le pari est la chose la plus incontournable qui soit. C'est-à-dire si... où il existe ou il n'existe pas. Et donc vous êtes toujours sur le fil, sur le... Bon. Ça, c'est une part de l'inconscient. Et l'autre part, c'est... Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles je me suis souvent demandé, et encore actuellement, je ne suis pas sûr d'avoir la réponse, pourquoi Lacan avait choisi Kierkegaard plutôt que Spinoza. Parce que Kierkegaard, si vous relisez le traité du désespoir, c'est une position assez proche de Pascal finalement, c'est-à-dire c'est impossible de trancher, sauf dans le cas de Pascal par le pari, mais l'angoisse chez Kierkegaard est absolument épouvantable, parce que Dieu lui-même ne veut pas trancher. C'est-à-dire il faut savoir si vous avez la foi. Vous ne pouvez pas savoir si vous avez la foi. Et Dieu lui-même ne peut pas dire si vous l'avez ou pas. Donc vous êtes dans une sorte d'incertitude absolue, désespérante. Et le désespoir, c'est ça. Alors que Spinoza, c'est celui qui s'approche le plus. Alors je crois qu'en effet la question de l'athéisme est tout à fait fondamentale. C'est-à-dire que quand Nietzsche dit Dieu est mort, hein, c'est en ajoutant que naturellement le problème c'est tout ce qui reste. Et donc d'une certaine manière c'est la place de la psychanalyse. Débarrasser, nettoyer, c'est interminable. C'est interminable. Nettoyer le plancher de toutes les scories, de tous les fantômes. De tous les fantômes. Alors, l'objet de la psychanalyse, d'une certaine manière, ce sont les fantômes de Dieu. Naturellement, Dieu est mort, et on l'a tué. Mais ça laisse à la fois la question du meurtre, c'est-à-dire de quelque chose de complètement inéliminable dans le meurtre. C'est une des raisons pour lesquelles, par exemple, Spinoza est tout à fait de connivence avec Sade. Il y a un passage très précis où Spinoza dit que la question, c'est l'énergie du désir. Et que on ne peut pas juger. C'est terrible, parce que, et nommément, ici, si l'affaire de quelqu'un c'est de se faire crucifier, ben, qu'il se fasse crucifier. Et si son truc c'est de tuer, ben, qu'il tue. Simplement, il y aura ce que moi j'appellerais une espèce de différentiel de jouissance. C'est-à-dire que les jouissances ne seront pas équivalentes. Et que moi, Spinoza, je vais vous montrer un chemin qui est en effet très difficile, parce que c'est ce dernier mot de l'éthique, hein, il dit « Ah oui, c'est difficile, hein. » Oui, c'est difficile.
mais vous allez pouvoir, si vous suivez mon chemin, trouver quelque chose qui est incommensurable. Voilà. Qui est incommensurable. Donc, si ça suppose... alors, il y a quelque chose de très touchant, comme vous le savez sans doute, dans l'histoire de Spinoza, c'est que, étant donné ces démêlés compliqués et dramatiques avec la communauté judaïque, il a subi une tentative d'assassinat d'un type qui est venu lui planter un poignard qu'il a élégamment détourné, mais il a gardé toute sa vie la trace et la déchirure de son manteau. C'est-à-dire, il y a quelque chose très belle, des choses sur lesquelles je m'appuie, c'est une très belle intervention de Lacan avec Marcel Ritter, où il parle de pas seulement de la cicatrice, de la marque sur chaque individu du fait d'être né de cette femme-là. Non pas d'une femme en général, de cette femme. Et que c'est ça, au fond, qui est la cicatrice, enfin la marque du fait d'être humain. Et c'est tout. C'est pas mal. C'est pas mal parce que... Alors, bon, c'est pas mal parce que au fond, c'est ça. Et alors, c'est ce que Freud reprend dans tout ce développement comme assez étonnant, assez fascinant, hein, sur l'ombilique du rêve, c'est-à-dire sur le fait qu'il y a quelque chose que tu citais tout à l'heure. Le rêve, c'est ce qui nous enracine dans de l'inconnu, de l'insondable, etc. Et c'est quand même très intéressant et important que c'est quelque chose que Freud n'a jamais lâché. Que cette chose abyssale, énigmatique, qui n'a rien d'autre qu'une sorte d'incidence. Et donc, quand il parle du désir indestructible, c'est ça. C'est ça, c'est quelque chose qui, en même temps, d'une certaine manière, n'appartient à personne. Parce que cette cicatrice qui fait que chacun a ce rapport à ce ventre-là, c'est la seule chose qui reste du sujet, d'une certaine manière. On peut détruire tout le reste. On peut détruire tout le reste. Mais, du coup, c'est aussi ça qui... parce que l'autre référence de Freud, c'est Einstein, bien sûr. C'est la relativité. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous engendrez à partir de là? Le cosmos. Vous engendrez aussi le cosmos. Donc, si vous êtes ce genre d'individu, vous êtes puisque
le cosmos a une expansion et en même temps il n'a pas de bord. Donc c'est tout à fait, d'une certaine manière, la même structure que le rêve. Enfin, c'est un peu rapide de dire ça, mais donc c'est là où est voilà. Donc le point de départ de ce livre, c'était au fond l'idée que il fallait absolument inventer l'idée de néant pour se repérer un petit peu dans la création telle qu'elle était en train de devenir. Voilà. Alors, hein? Oui, parce que le néant, c'est quand même ce qu'il y a de plus peur. Alors, qu'est-ce que je peux essayer de... Oui, Tu as dit de plus pur? oui. Oui. De là, je vais essayer de préciser, de comprendre, d'aider mon avis, je ne sais pas. En prenant un point, par exemple, sur lequel je ne crois pas que je vais en parler tout de suite, alors c'est, au fond, le sous-titre du livre, Ce que peut le corps. Je cherchais la citation de Spinoza qui a dit « Nul ne peut... » Nul ne sait jusqu'à présent Ce que ce que peut le corps. Ce que peut le corps. Voilà. Donc, ce que je trouve à la fois passionnant, comme disait Monique, et à la fois essentiel, existentiel, c'est à la fois quelque chose qui est complètement paradoxal. Et c'est pour ça qu'on a tendance à pas s'en dépatouiller. C'est que là, par exemple, vous venez de parler essentiellement de philosophie, de philosophes, et essentiellement, vous avez parlé d'autres choses aussi, mais il me semble, en tout cas, que je n'ai pas retenu que vous ayez parlé du corps. Donc, voilà, je vais essayer de vous en faire parler, quoi. Voilà, et en particulier, bon, sur des formules que j'ai été chercher là où vous les avez trouvées, leur analyse finie chez Freud, l'Europe biologique. Alors bon, il y a une phrase, finalement, une amie qui m'a sorti de l'impasse, de manière très légère, et ça m'a beaucoup soulagé. Il y a une phrase chez Freud qui n'a pas de sens. En allemand, enfin, je vais le dire, c'est qu'il dit que le déni est biologique. Mais le déni, il ne peut pas être biologique. Le déni, c'est un processus. Il peut y avoir un déni sur le biologique, mais un déni biologique, ça n'a pas de sens. Alors, je demande d'avoir la formule. Eh bien, il faudrait... Moi, je l'ai relu 10 fois, je peux vous assurer, mais je pense que... je vous dis, je vais vous la trouver en allemand. Ah, mais je ne parle pas l'allemand, voilà. Non, mais alors, écoutez, justement, l'amie à qui j'en ai parlé... Terminez d'abord votre raisonnement. Je lui ai demandé, parce qu'elle connaît mieux les termes en allemand. Moi, je les connais, en tant que psychanalyste, je ne parle pas du tout allemand. Donc, effectivement, je me doute bien qu'on a des mots français qui ne sont pas... forcément l'équivalent. Voilà. Biologique. Mais apparemment tout le monde, là je pense que vous-même vous l'avez traduit de la même manière, dans les citations, vous l'avez traduit pareil, c'est-à-dire que Freud dit qu'il n'est pas question que le refoulement soit autre chose que psychique. C'est ça. Voilà, ça je me souviens bien. Et il dit que alors, le mot qui est employé là, je ne sais pas, mais moi je vais dire déni, je ne sais pas, bon, c'est pas quel est employé, mais que par contre, ce déni, c'est peut-être pas exactement le mot, mais c'est pas qu'il porte sur le biologique, il dit ce déni, il ne peut être que biologique. Voilà. Donc, quand on lit ça, c'est pas possible, personne ne peut comprendre. Un déni, il n'est pas biologique, il peut porter sur le biologique. Bon, vous le reprenez tel quel.
Ça doit être la C'est dans pénouse, la dernière, les derniers paragraphes. C'est la récusation. Alors peut-être que c'est ce fameux concept que moi je ne connaissais pas, je ne sais pas prononcer, vous dites appelez-nous, c'est ça, voilà, bon, vous appelez récusation, bon voilà, moi je ne savais pas c'était des aveux, des nids, oui, bien sûr. Donc on va le dire en allemand. Et donc, lui il dit, Freud et vous reconnaissez, que c'est un fait biologique, c'est un fait biologique. Quand on lit ça, on se dit, c'est pas comme on rêve, quoi, c'est pas possible, un déni ne peut pas être biologique. Non, c'est pas possible. Voilà, donc ceci dit, il faut pouvoir, je ne sais pas, il faut pouvoir se dégager, à mon avis, de la logique, et prendre les choses de manière peut-être plus, j'allais dire poétique, mais bon, pourquoi pas, poétique, c'est-à-dire là où les mots nous conduisent, c'est-à-dire que la phrase, elle n'est pas forcément du point de vue de la syntaxe ou de la logique sensée, mais par contre, elle peut tout à fait l'être à un autre niveau, c'est-à-dire que ça va nous aider à penser. C'est pour ça que moi je l'ai quand même reprise, même si, voilà. Donc c'est pour vous interroger sur voilà, la place du corps, dans toute cette construction, parce qu'elle est énorme cette place du corps. Mais alors évidemment quand on dit corps, pour les humains, le corps c'est pas de la viande, c'est un corps particulier. Mais on comprend bien, c'est là où quand même c'est très intéressant de vous suivre, c'est que au bout du compte, c'est quand même le vivant. Voilà, il parle d'une pulsion organique. Là aussi, moi, je me suis creusé la tête pour savoir ce que c'était qu'une pulsion organique. Alors, je me suis dit que c'était lié à ce qu'il y a de plus vital. Alors, est-ce que c'est lié à ce que vous disiez tout à l'heure de cette cicatrice du ventre maternel? Parce que moi, ma construction, finalement, puis après je vais vous expliquer, ma construction, c'est que, d'après ce que j'ai lu, que ce qui était forclos, appelez-nous, on va dire, voilà, c'est ce que ce mot désigne, porte, comme le disait Monique, sur alors une opération de récusation, alors de sensation, je ne sais pas comment on peut dire les choses, quelque chose qui n'est pas un souvenir, mais qui est une empreinte, comme vous dites, voilà, une empreinte, qui est à la fois du corps et du signifiant. Donc, la récusation, elle porterait, pour les hommes comme pour les femmes, sur le fait que ce qui nous détermine fondamentalement, qui fait le trognon de notre désir, l'ombilic de notre désir, pourquoi pas le trognon? Parce que justement, c'est du... mais je ne récuse pas le mot trognon parce que c'est justement dans sa crudité. C'est à la limite de la viande et du chose, quoi. Du déchet, quoi. Voilà. Le trognon. Oui, non, mais c'est peut-être pourquoi pas le trognon, moi. Bon, mais bref, il porte sur cette, voilà, cette chose qui est l'empreinte d'avoir habité ce creux matriciel et que de ça, personne ne veut rien en savoir. Voilà. Qu'est-ce que vous par rapport Oui. De toute façon, à propos de cette société, qu'est-ce que c'est nul ne sait ce que peut le corps, je disais que la suite ou le prochain, ça pourrait s'appeler ce que ne peut pas le corps. Ce que ne peut pas le corps, c'est-à-dire que c'est pas une réponse, hein, mais je pense beaucoup à un cours du Collège de France sur sur ce qu'on connaît aujourd'hui sur la préhistoire, proto-histoire des êtres humanoïdes, et sur le fait que nous avons appris à être carnivores parallèlement
une grande époque de carnivores, de hyènes, et que nous avons partagé la nourriture. Nous avons appris à être carnivores. Les humains ont appris à être carnivores en partageant éventuellement les corps, justement, avec les lions, les hyènes, etc. Que quand il s'agissait d'habiter les grottes souterraines, il fallait déjà déloger les hyènes qui étaient installées dans les futures grottes. Donc c'est comme ça que nous avons appris en fait. Et grâce à la viande, notre cerveau s'est développé jusqu'au point où il nous a mis petit à petit. C'est donc, on peut dire, et puis il fallait aussi apprendre à courir. Il fallait apprendre à courir, c'est une transformation complète du corps et des postures. C'est ça le corps aussi. Alors, c'est quand même vrai que depuis Spinoza, on ne sait toujours pas enfin, jusqu'où peut aller les possibilités du corps. Dans la mesure où tout ce qu'on pense, c'est aussi une grande opération contre Descartes, tout ça. C'est sûr. Voilà. Est-ce que tu peux essayer de dire plus sur le néant et sur la création, puisque c'est pour ces deux mots que je suis venu. Parce que finalement, tout ce que j'ai entendu là me paraît très sensé. Il n'y a vraiment rien à y redire, et à la limite, même le déni biologique, j'ai envie de lui donner ses chances. Je vais vous dire comment. Mais là, en tout cas, la phrase, nul ne sait ce que peut un corps, et elle s'inscrit dans un contexte où Spinoza lance dès le début des axiomes très forts, où il dit que aucun affect du corps ne peut affecter l'esprit. Waouh, c'est énorme. Et que l'esprit n'a aucun effet sur le corps. Ça aussi, c'est énorme. Mais on voit bien que là où il veut en venir, c'est à une espèce... Et puis à un moment, il dit les états du corps et les états de l'esprit, c'est la même chose. C'est ça. Voilà. Donc, pour bien égarer celui qui veut ranger les choses. Voilà. Et en fait, son but, c'est clair, c'est d'arriver à étayer constamment cette unité indissoluble de l'âme et du corps. Que l'âme et le corps, ce sont, alors on peut dire deux faces de la même pièce, tout ce qu'on veut, mais c'est ça. Et en termes plus modernes, ce qu'il veut dire, c'est nul ne sait jusqu'où les processus qui portent le corps, qui le tissent, qui le trament, jusqu'où on peut voir qu'ils vont. Et l'idée, évidemment, qui est dans la tête de beaucoup, mais à mon avis à tort, parce qu'il y a un abîme qu'il ne faut pas franchir, mais l'idée, c'est qu'il pourrait y avoir une continuité entre ces processus qui tiennent le corps
jusqu'à ce qu'il soit relayé par ceux qui soutiennent l'esprit, et qu'en fait, ça serait physiquement ou objectivement la même chose. Et, bon, ça c'est le fantasme de certains technos. Et donc ça c'est bon, il n'y a pas de difficulté à tout ça. Moi, ce que j'aimerais, c'est plutôt que tu précises d'abord ce que tu entends par Pascal a inventé le néant, et puis que tu dises plus ce que tu entends par la création. C'est quoi la création là-dedans? Et pour terminer mes questions, ou plutôt mes soulignages, la phrase que tu dis, qui me paraît très forte, très pertinente, la trace que porte chacun du fait d'être né de cette femme-là, c'est exactement ça la question du symbolique, formulée autrement. On ne dit pas la trace que porte chacun du fait d'être né d'une femme, mais de cette femme-là. Cette femme-là, elle a un nom. C'est-à-dire, il est né de quelque chose, d'un trou porté par un corps qui brandit un nom, qui est porté par un nom, et même une filiation. Très bien, c'est une très bonne formule pour dire voilà ce que c'est que le symbolique. C'est que chacun porte la trace d'être sorti d'un ventre spécifique, nommé, enfin par sa propriétaire. Alors donc, le néant et puis la création. Ben oui. Tu as raison, ça reste. Hein? Ça reste. Ça reste. Oui. Parce que c'est bien aussi cette image que le cosmos, c'est comme un rêve. C'est très juste au sens où ce qu'on trouve dans le cosmos comme structure mathématique, ben, ce sont des structures qu'on appelle des fibrées, des feuilletées, etc., qu'on retrouve dans la dynamique du rêve, que j'avais autrefois écrit pour l'interprétation des rêves. Tu retrouves un texte que j'avais mis dans Silicette sur topologie et interprétation des rêves, et il y a des structures de fibrées. Et ça se retrouve parfaitement au niveau, même au niveau quantique. Donc il y a quelque chose, il y a une résonance mathématique. Alors, néant et création. L'idée qui me semblait, c'était qu'en effet, il avait fallu faire une espèce de place à l'idée du néant pour construire tout le reste. Et notamment l'univers mathématique. Je sais que ça, c'est la Kabbale, pure. Oui. C'est- Je n'ai pas dit le contraire. C'est que... Comment ça s'appelle Bien sûr, Oui. c'est ça. hein C'est Le ça. retrait Ça veut dire de que Oui. Dieu se retire. Dieu se retire Oui. pour laisser place à sa création. Voilà. Donc il fait Oui. du vide, Oui. mais on ne dit pas le néant. Non. Non. Le néant, dans cette langue-là, c'est le haïn. Le haïn. Haïn, c'est pas. Pas. D'accord. Oui, c'est Il n'y a bien. pas. Et d'ailleurs, quelqu'un, un patient me disait ce matin, dans l'angoisse, là, c'est il n'y a pas d'après. Tandis que dans l'état d'anxiété où il se trouvait, il avait conquis la possibilité qu'il y ait
il voyait un Vous après. voyez l'après. Voilà. Donc là, c'est pas. Pas. C'est non. Mais ce n'est ni le nom du refoulement, de l'affaire Laino, de rien du tout. C'est non. C'est ça. Et autre chose à propos du déni, c'est, je ne sais pas s'il faut le limiter à la dimension fétichiste. Oui, c'est une question de choix. Non, mais Mais de réalité aussi. Moi, j'expérimente des formes de déni qui ne vont pas vers la ligne fétichiste freudienne, classique. C'est pas le déni de la castration féminine, mais c'est justement quelque chose de pas. C'est-à-dire, par exemple, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Et même on ne dit pas qu'on n'en parle pas. C'est ça. Oui. Et c'est pas de la forclusion, c'est pas du déni, c'est pas du refoulement, c'est pas. C'est un peu, ça fait penser à ce qui s'est passé, parce qu'on parlait de l'horreur, et il n'y en a pas d'autres, enfin il y en a d'autres, mais pas tellement pire horreur que celle de la Shoah, de l'extermination des Juifs, et qu'effectivement, quand ça a été dit, alors moi du coup, je ne peux même pas dire à qui, c'était un Américain ou c'était un Anglais, le Polonais qui a été dire, Jan Karski, qui a été Oui. dire à Roosevelt. Eh bien, il le savait. Mais Mais ça a bien été sûr qu'il dit, savait. il le savait, mais il ne pouvait pas le savoir. Il ne pouvait pas le croire. Voilà. Et donc, c'est pour ça que je pense, je suis tout à fait d'accord avec vous, que le déni, il n'est pas essentiellement... il peut l'être, bien sûr, mais c'est avant tout sur la réalité. C'est que ce qui existe n'existe pas, c'est tout. Mais on le sait que ça existe, mais c'est pas possible. Alors, Oui, moi je préfère chercher un mot différent. Mais je suis d'accord. Parce que, chercher. utiliser un mot différent du déni, si tu veux. Ah oui. Parce que la pénou a un avantage, enfin un des avantages, c'est que ça peut s'opposer à anlénou, c'est-à-dire ce qu'on traduit souvent par étayage. C'est-à-dire que, c'est pour ça que le terme de retrait pourrait être quelque chose qui ne s'appuie plus sur, qui ne s'appuie plus, qui ne peut plus s'appuyer, qui n'a plus de point d'appui. Et là, excusez-moi de Oui. reprendre la parole, mais je me souviens que vous aviez, lors d'un séminaire, parlé, vous allez me dire si c'est juste ce que je dis, que par rapport au rock, vous aviez utilisé à la place du rock le socle. Oui. Et du coup, ça donne l'avantage que la butée est à la fois un appui. Oui, Donc quand l'appui se retire... Oui, c'est-à-dire, Très bien ce mot ablémo. oui, c'est très bien. Mais quand Très, on très le bien. comprend... Il est très bien, oui. C'est le pas de support. Exactement. C'est le pas de support. C'est le pas de support. C'est pour ça que pas je de renvoie à support. par rapport à ce que tu dis sur le pas. Oui, voilà. Parce que le déni, si tu veux, il est toujours à double Oui. entrée. Tandis que là, de cette manière, il n'y a pas de double entrée. Il n'y a que le pas. Et c'est pour ça que c'est assez intéressant. Mm.